Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette troisième journée du congrès HLM dédié aux qualités du logement social. Une journée qui s'annonce passionnante et on va commencer tout de suite avec une plénière qui va être découpée en deux tables rondes. Une table ronde sur la diversité des offres et une autre sur le renouvellement urbain. Alors diversité des offres, puisque évidemment il faut s'adapter à des publics variés, des jeunes actifs, des seniors, des personnes en situation de handicap. Il y a des solutions d'habitat thématiques qui sont organisées et le plus souvent avec des services ou des accompagnements spécifiques. On va voir quelles sont leurs conditions de production, quels sont les équilibres financiers à trouver, les besoins en investissement. Nos invités vont répondre à toutes ces questions et dans un deuxième temps, donc, on parlera du renouvellement urbain. Il y a un programme qui est en cours, il y a une mission de préfiguration pour la suite. Où est-ce qu'on en est? Où on va? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie, mais je vous propose tout de suite de rejoindre mes invités pour la première table ronde, donc, qui est consacrée à la diversité des offres. Et je vous présente tout de suite, merci d'être avec nous, Olivier Rigaud, directeur général d'AMLI, président de l'UNAFO, Nathalie Latour, applaudissements si vous le souhaitez, hein, voilà, c'est très bien. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti, à la ville de Paris évidemment. Et Sophie Grimaldi, directrice générale de Parme, présidente directrice générale de SNCF Habitat. Ça va être intéressant de voir aussi tout ce qui concerne le logement des salariés. Et alors, une précision, nous avons toujours avec nous Fanny Didou. Fanny Didou est facilitatrice graphique. Elle va croquer au fur et à mesure des échanges ce qu'elle retient, mais le tout en images. Donc c'est intéressant, en dessin, en illustration. Vous allez vous voir un peu caricaturé, mais de manière très très sympathique. Et surtout, elle va donner un petit peu, comme un résumé en fait, en images de nos échanges. Et puis, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions tout au long de cette table ronde et de la suivante. Le numéro s'affiche pour le faire par SMS. Et puis, vous avez sinon un petit QR code que vous pouvez charger, flasher. Et puis, vous pouvez poser vos questions comme ça tout au long et on y répondra au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas, des questions, des commentaires, pas de souci. Et alors, avant de commencer, je voudrais vous proposer quelque chose, une vidéo. Ça se passe dans une résidence au Vésinet. C'est une vidéo qui montre comment, justement, on s'adapte à des publics spécifiques. Là, il s'agit de personnes qui ont des troubles psychiques. Et vous allez voir, et on en discute juste après. C'est agréable d'être ici. C'est surtout un tremplin. C'est un nouveau départ, mais il faut du temps pour redémarrer. Même si on peut dire que c'est une transition, ça fait du bien. On est bien ici. Ici, vous êtes au Vésinet, on est à la résidence accueil La Clairière. Donc c'est une résidence qui propose 30 logements pour des personnes qui vivent avec un trouble psychique, qui sont donc en situation d'exclusion, de précarité et surtout d'isolement social. Ce n'est pas une résidence médicalisée et l'objectif donc des deux référents qui sont sur place, c'est au contraire d'accompagner les personnes à aller vers l'extérieur, donc d'aller pratiquer leurs soins ou de faire leur accompagnement avec des services que l'on va trouver en dehors de la résidence. Mon rôle consiste à accueillir et à travailler tout ce qui est autonomie avec les résidents. Ils ont leur vie quotidienne de façon autonome et on va aussi les accompagner sur la vie extérieure et surtout sur le logement. J'ai encore besoin de sentiment de sécurité et d'être entourée, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le début quand j'ai intégré la résidence. Ça me donne la force de continuer d'avancer, d'évoluer et d'aller vers l'extérieur. Enfin, ça m'aide beaucoup et surtout, je me sens en sécurité ici. Cette résidence, elle existe grâce à 3 partenaires, une commune, le Vésinet, un gestionnaire du médico-social, la Fondation des Amis de l'Atelier, et un bailleur, Séquence Solidarité. Cette réalisation met en lumière la complémentarité entre le bailleur social et le gestionnaire dans le développement d'une offre de logement accompagné. Séquence Solidarité a apporté son expertise technique et financière de bailleur maître d'ouvrage dans ce projet social, alors que la Fondation des Amis de l'Atelier met en œuvre l'ingénierie sociale nécessaire à l'accompagnement des publics accueillis. Depuis une dizaine d'années, notre ville a une politique active de construction de logements. En dehors de la mixité sociale, on a aussi
une recherche très forte, notamment concernant l'inclusion. Vous pouvez avoir des personnes qui habitent dans des logements sociaux, des personnes qui habitent dans une résidence qui ont certaines difficultés psychiques et des personnes qui sont en acquisition de propriété pure et simple. Et tout ce monde cohabite complètement harmonieusement. Et notre plus grande fierté, c'est la réussite de ça. C'est de ne pas avoir une seule catégorie de population, mais c'est d'avoir des personnes qui cohabitent ensemble. Alors c'est en effet un beau reportage et une belle illustration de ce que représente justement ce type d'offre un petit peu adaptée. Je commence par vous, Olivier Rigaud, vous représentez le secteur du logement accompagné. C'est exactement ça, c'est-à-dire on s'adapte à des demandes, des attentes spécifiques et on offre comme ça un avenir meilleur, en tout cas un quotidien meilleur. Ah tout à fait, enfin, bonjour à toutes, à tous, pardon. C'est vraiment des vidéos toujours très émouvantes et touchantes, hein, parce que là on touche de près ce qui se passe dans le logement accompagné dans sa forme la plus forte, hein, qui est la résidence accueil, hein, qui est une forme de pension de famille avec un lien avec notamment la psychiatrie, pour faire simple, très fort par rapport à la situation de chacune des résidents et des résidentes. Et la pension de famille étant elle-même une forme renforcée de résidence sociale, résidence sociale étant pour les publics rencontrant un moment transitoire un peu complexe, alors que les pensions de famille et résidences accueil peuvent être du logement pérenne et définitif en fonction de la situation. Il n'y a pas de limitation de durée de séjour dans ces établissements. J'en fais un peu de pédagogie, c'est l'occasion. Oui, parce que c'est l'occasion d'expliquer comment Voilà. ça marche sur du temporaire ou du plus durable. Tout à fait. Et puis, bien évidemment, comme à chaque fois que je prends la parole en public, surtout profiter des semaines des pensions de famille, où vous pouvez aussi voir des résidences accueil, pour aller au contact et comprendre ce qui s'y passe. Je peux en parler des heures, mais de passer une demi-heure, 1 heure dans une résidence vaut mieux qu'un très long discours, et vous serez forcément convaincu et dans la volonté d'agir derrière pour promouvoir ce type d'établissement. Et puis on le voit bien qu'il y a une dynamique, voilà, c'est pas une résidence accueil cachée à l'orée de la forêt, on est bien dans de la ville avec différentes dimensions, avec un maire qui a conscience que sur son territoire, il a des enjeux à couvrir, et ces types de résidences apportent j'ai envie de dire, un rapport qualité-prix hors norme, qualité au sens intégration sociale, reconnaissance, dignité pour les habitants. Et très souvent, c'est bien les habitants du territoire, parfois invisibles, mais que certains élus arrivent à voir. Et bravo à lui en tout cas. Ça participe réellement aux qualités du logement social qu'on relève au cours de ce congrès. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les dynamiques qui ont été mises en œuvre pour développer ce type de projet et d'accompagnement spécifique, ou en tout cas d'adaptation spécifique à des publics particuliers? Alors, côté UNAFO, je donnerai 2-3 chiffres, hein, juste peut-être préciser que nous regroupons environ 200 adhérents sur les différentes thématiques que j'ai évoquées, mais aussi l'habitat jeune et foyer de jeunes travailleurs. Et c'est environ 155 000 logements. Et les dynamiques, elles sont anciennes, hein, parce qu'elles viennent déjà de la transformation des foyers de travailleurs migrants, hein, pour en faire des résidences sociales. C'est l'occasion de rappeler que ce plan de traitement n'est pas terminé et que nous continuons à avoir besoin du soutien de tous les financeurs qui y sont attentifs, et parmi lesquels l'État, bien évidemment, et également Action Logement. Il y a des gros enjeux en ce moment et on a besoin du soutien de tous les partenaires, tous les financeurs. Un autre jalon très important dans cette histoire, c'est la loi Besson. Et j'ai eu l'honneur de le rencontrer il y a quelques années, et il revenait sur la création des résidences sociales à cette époque, considérant que voilà, la crise du logement, la crise sociale, la crise économique en France n'était pas au début des années 90 qu'un rebond de la crise pétrolière, et qu'elle était durablement installée. C'est la première loi structurelle sur ces problématiques du logement des plus fragiles, et la résidence sociale apparaît à ce moment-là. Et puis dans l'histoire plus récente, bien évidemment, la thématique du logement d'abord, qui est une belle politique globale, avec un plan logement d'abord qui s'est installé. On en est au 2e, on est au bilan à mi-chemin du 2e plan logement d'abord, qui vise à permettre l'accès et le maintien des publics les plus fragiles dans des différents types de dispositifs, que ce soit en collectif, comme les résidences sociales, pensions de famille, etc., mais également en intermédiation locative. Et c'est l'occasion aussi de saluer les autres fédérations qui interviennent dans ce segment de l'intermédiation locative en diffus, qui apportent aussi des réponses essentielles à cet enjeu
du logement des plus fragiles. Et c'est aussi l'occasion, voilà, en Île-de-France, d'avoir une production soutenue de PLAI, hein, puisque environ 40% des PLAI produits en Île-de-France le sont dans des résidences thématiques. Et donc on voit bien l'importance de ce segment du logement social, très social, pour, encore une fois, les publics les plus en difficulté. Donc il est amené encore à se développer ou en tout cas à assurer cette place à côté des structures plus spécialisées, quoi. Oui, tout à fait. On travaille main dans la main avec les organismes HLM. Alors, certains de nos adhérents font eux-mêmes de la maîtrise d'ouvrage, mais beaucoup travaillent avec des bailleurs sociaux. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai le sentiment, en tous les cas, que les pensions de famille se sont inscrits dans le paysage et on le voit bien avec j'évoquais tout à l'heure la semaine des pensions de famille, qui est un succès grandissant. D'année en année, il y a de plus en plus de visiteurs, de manifestations, donc c'est très important. Les foyers de jeunes travailleurs sont bien connus dans le vocabulaire commun, mais qui sont peut-être confrontés à un statut un peu vieillissant, notamment pour la production de foyers de jeunes travailleurs, avec des systèmes d'appel à projets, etc., un petit peu lourds. Et je sais que l'UNAGE, nos confrères, travaillent beaucoup à retravailler l'image des foyers de jeunes travailleurs, de l'habitat jeune. Et on a ce travail à faire au niveau de l'UNAFO sur les résidences sociales. Avec Patrice Vergrit, en tant que ministre, on évoquait le fait que c'était pas très, très sexy, résidence sociale. On peut y voir le côté lien social, on peut y voir le côté utilité sociale, mais beaucoup de nos interlocuteurs y voient le côté cas social. Et c'est vrai que pour des élus, c'est pas forcément évident de se faire élire sur des projets comme ça, quand bien même, comme je le disais tout à l'heure, on s'occupe surtout des gens du territoire, de la ville, et qui sont soit dans de l'habitat indigne, soit à la rue, soit invisibles, encore une fois, parce que c'est les cas les plus compliqués. Voilà. Et alors, on poursuivra par la suite, mais vous avez parlé, hein, des personnes fragiles et des personnes qui sont à la rue. Et Nathalie Latour, vous traitez justement toutes ces questions autour du mal-logement. Quelles solutions on peut proposer à ces personnes-là? Comment on les prend en charge sur l'aspect logement? Comment on fait pour sortir aussi des gens qui sont dans la rue depuis un moment? Expliquez-nous un petit peu ce qui est proposé de ce côté-là. Je pense, comme l'a dit, d'abord, bonjour et puis merci pour l'invitation. Comme l'a dit Olivier, je pense qu'on a, à travers le plan logement d'abord qui s'est mis en place en 2017 et qui a été reconduit, ça a été quand même une politique extrêmement importante parce qu'elle a contribué d'abord, avant tout, à changer le regard. C'est-à-dire qu'avant, pour les personnes sans abri, il y avait quand même une histoire d'image, de capacité à habiter, finalement d'accès au logement, qui était une forme de saint Graal qu'on avait après un parcours extrêmement long. Compliqué. Et donc, on a inversé la logique et on a dit, avant tout, le logement, ou en tout cas un chez-soi, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est presque le point de départ du travail qu'on doit faire. Pour tout. Exactement, avec les personnes. Ça a été aussi, et il l'a rappelé Olivier, quelque chose donc, qui a fait bouger les pratiques professionnelles, qui a fait changer le regard et qui a été aussi une vraie politique publique conjointe entre l'État, les associations et les collectivités. Et on voit bien à quel point c'est fondamental de réfléchir cette question, encore une fois, de l'offre et des publics sur un territoire conjointement, avec bien évidemment la responsabilité de l'État sur les enjeux de logement, mais les collectivités qui sont en première ligne face aux situations qu'elles vivent sur leur territoire. Moi, ce que je peux dire sur les besoins des populations, c'est que on a d'un côté des chiffres qui sont vraiment prometteurs parce que 710 000 personnes depuis 2018 qui ont pu accéder à un logement, soit directement, soit par le biais, encore une fois, de logements thématiques. C'est quand même, il faut le souligner, une politique publique qui fonctionne. Malheureusement, elle est inscrite dans un cadre très complexe avec une crise du logement dont on parle depuis très longtemps et particulièrement pendant ces 3 jours, et une évolution quand même des besoins des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près tous les soirs 8000 personnes qui n'ont pas de réponse au 115. Et dans ces 8000 personnes, on sait que c'est un chiffre qui est sous-évalué, puisqu'il y a plus de 60 à 70% de non-recours au 115, soit par découragement, soit parce qu'on n'arrive plus à le joindre, parce qu'il n'y a pas de place adaptée. Et ce qu'on voit dans l'évolution des publics, c'est la place de plus en plus importante des familles et surtout des femmes seules avec enfants.
Aujourd'hui, on a un peu plus de 2500 enfants qui dorment à la rue. Donc, c'est bien évidemment quelque chose qui est important de prendre en considération l'évolution des besoins et d'adapter après. Bien sûr, d'adapter la question de l'offre thématique. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on voit bien, dans une modification des parcours de vie. On a l'enjeu des familles monoparentales, on a l'enjeu des mobilités, on a l'enjeu du travail aussi plus précaire. Donc, il doit, encore une fois, nous permettre de nous interroger sur comment on répond à ces besoins-là. On a bien sûr la question de la transition démographique, et nous, on le voit, sur les personnes vieillissantes, les enjeux de santé mentale, on l'a vu ici. Et puis, bien sûr, la question de la transition écologique. Et vous avez l'impression vraiment que ça change tous ces aspects-là, que c'est quand même des paramètres qui sont assez nouveaux par rapport à des années avant? En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur l'offre diversifiée, pour nous, dans les besoins qui nous paraissent vraiment les plus prégnants, c'est la question de la jeunesse, avec tout ce qui est autour, bien évidemment, des étudiants ou des jeunes actifs, et dont certains sont aussi en situation de précarité, et notamment cette offre diversifiée est quelque chose qui peut vraiment répondre à leurs besoins. Parce que, encore une fois, on va faire des études à tel endroit ou on va avoir un travail saisonnier à tel endroit. Et la question, effectivement, des personnes qui ont pu avoir un parcours de rue plus important. Et donc là, les pensions de famille sont effectivement des offres tout à fait intéressantes et adaptées dans la question de l'accompagnement qu'on peut faire de ces publics. Monoparentalité. Donc l'enjeu, c'est vraiment comment ces offres répondre bien à des besoins spécifiques ou comment ces offres peuvent être aussi, quelque part, un complément parce que structurellement, on montre d'offres de logement plus globales adaptées aux problématiques qu'elles rencontrent. Jacques Baudrier, est-ce que vous avez un peu la même analyse en termes d'évolution des besoins? On sait aussi que le logement social, les demandes ne cessent d'augmenter. Est-ce que vous, dans la ville de Paris, vous avez recours à ce type d'offres un peu spécialisées? Nathalie parlait des jeunes, j'imagine que c'est une problématique à laquelle vous devez faire face? Oui, bien sûr, et je voudrais dire un mot justement pour qualifier un peu cette augmentation de la demande et dire qu'elle est exponentielle malheureusement. Donner quelques chiffres, on est à 320 000 demandeurs de logement à Paris, bientôt 1 million en Île-de-France, et le rythme d'augmentation depuis le début de cette année est 5 fois plus important que les années précédentes. Donc on est dans une situation dramatique, désastreuse et de façon exponentielle. Et en plus, on a le taux de rotation dans le logement social à Paris comme ailleurs ne cesse de baisser. Donc on est à 3% de taux de rotation. Et donc, on va attribuer cette année 8 000 logements pour une demande de 320 000 personnes. Voyez, ça vous donne les chiffres. Alors, malgré le fait que la ville de Paris a énormément investi pour la production de logements sociaux, et heureusement, et sur la durée, depuis 25 ans, il y a au premier rang Jean-Yves Manot, qui est un de mes deux prédécesseurs avec Yann Brossat. Donc, on a tenu sur le long terme une politique très active d'investissement. On a produit 130 000 logements sociaux, et heureusement, parce que ça serait encore pire si ce n'était pas le cas. Et on ne cesse de renouveler notre effort, puisque on a, depuis 2020, multiplié par 2 notre budget logement. Donc, cette année, c'est 800 millions d'euros. C'était 400 millions il y a 5 ans. Pour la production de logement social, cette année, c'est 600 millions. C'est plus que les 400 millions du Fonds national d'aide à la pierre de l'État pour toute la France. Vous voyez, on n'a pas ménagé notre effort. Mais malgré ça, c'était nécessaire, mais c'est totalement insuffisant. Et on se retrouve, et vous l'avez très bien décrit, avec des situations, en partie pour les jeunes actifs, pour les étudiants, pour les personnes en difficulté sociale, avec une augmentation du nombre de gens à la rue, personnes à la rue, qui est dramatique. Est-ce que vous avez aussi la problématique des femmes, notamment avec enfants et des familles monoparentales? Évidemment, les familles monoparentales, mais je dirais que la plus dramatique, c'est les femmes victimes de violences. Et ce qui m'a marqué le plus en devenant adjoint au logement, c'est le nombre de femmes victimes de violences de la part de leurs compagnons ou maris. On a dans notre fichier de demandeuses 11 000 femmes victimes de violences, donc en danger vital, et on va attribuer 8 000 logements cette année. Donc c'est évidemment dans notre système de cotation, elles sont prioritaires. Et vous voyez, et c'est une épidémie. Donc le logement social, c'est aussi un besoin vital, en particulier pour les femmes. C'est une politique féministe essentielle. Et je voudrais dire pourquoi on a ce décalage. À Paris particulièrement, il y a 2 phénomènes. Notre demande explose dans le social, mais elle explose aussi dans le privé. Moi, la présidente de particulier à particulier me disait,
Ils en sont leur record cette année. C'est 1500 demandes pour une location d'un logement dans le privé, un 2 pièces dans le 20e, dont je suis élu. Il y a 2 ans, c'était 600 leur record. Donc, ils ont le même phénomène. Et le sujet principal qu'on a affronté, un des 2 sujets, c'est l'augmentation massive du nombre de résidences secondaires à Paris. On a 300 000 logements qui sont vacants en résidence secondaire, 30% du parc privé, et ça augmente de 7 000 par an. C'est pour ça que le parc locatif privé s'écroule. Et donc, notre de 8 000 par an. Et si on continue comme ça, dans 30 ans, il y aura, dans le centre de Paris, il y aura uniquement des logements sociaux et 100% de résidences secondaires. Donc, notre principale demande vis-à-vis de l'État, c'est la régulation des logements vacants et des résidences secondaires. Et moi, je soutiens complètement les revendications de l'USH pour plus de moyens pour le logement social. Il faut le demander, c'est indispensable. Mais si on ne régule pas dans les zones tendues, à Paris, comme dans toutes les zones tendues, c'est 2,5 millions de logements vacants en résidence secondaire en zone tendue. Si on n'augmente pas la fiscalité, si on ne régule pas ça, on ne s'en sortira pas, et pas du tout. Il y a une question que je pourrais vous poser, hein, au vu des multiples publics spécifiques, comment répondre à tous les besoins et coordonner l'action locale? C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, de voir cette multiplication de besoins qui ont chacun leurs particularités. Nous, évidemment, on produit des pensions de famille, des logements étudiants. Cette année, on devrait produire plus de 1000 logements sociaux étudiants, hein. Donc, on est à 4 pensions de famille par an. On va essayer d'arriver à 6 pensions de famille par an. Enfin, ouais, on est dans toutes ces offres, on se connaît, on les développe. Mais alors, on doit d'autant plus développer le logement public. On a ce sujet, je dirais, résidence secondaire, parce que, en gros, le logement devient un bien statutaire pour une certaine catégorie sociale. Les 1% des privilégiés, des plus privilégiés de nos compatriotes se disent avoir un 2 pièces vide à Paris où on ne vient jamais, ça fait partie, comme une Rolex et une Tesla, c'est un bien statutaire. Donc on doit lutter contre ça et le réguler, c'est notre première priorité. Puis on a l'enjeu de la transition écologique. À Paris, comme dans toutes les grandes villes, on a beaucoup de bâtiments anciens du 19e siècle. 50% des logements à Paris ont été construits avant 1945. Et on ne peut pas les rénover avec les systèmes d'aide aux copropriétés parce que ça coûte trop cher, ça ne marche pas. On va rénover les logements d'après 45 avec ma prime rénov et nos aides complémentaires de la ville. Mais dans tout le bâti ancien, en gros, aujourd'hui, la majorité de la transformation se fait par appropriation publique. Donc on a besoin d'investissements publics massifs, de soutien, et pour en gros, la tendance lourde, la rénovation, et ça c'est l'impact de la transition écologique, du réchauffement climatique, on ne rénovera le bâti ancien qu'en investissant de façon massive. Donc nos 2 grandes revendications pour produire des pensions de famille, en plus beaucoup de ces bâtis anciens sont parfaits à transformer en bâtiments. Bien adaptés pour ça. Ouais. On a besoin de moyens pour le logement social, de réguler, d'empêcher le développement de ces biens vides statutaires et de moyens massifs pour la rénovation du parc privé comme pour le parc social. Merci beaucoup. Sophie Grimaldi, vous dirigez l'association PARM, donc dédiée au logement accompagné et temporaire, et vous avez une autre casquette avec SNCF Habitat, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, là on a parlé sans-abri, des personnes spécifiques, mais il y a aussi les salariés en mobilité, et souvent il y a des besoins auxquels les entreprises ont du mal à répondre. Donc sur vos 2 casquettes, déjà si on commence par le logement temporaire, est-ce que vous partagez, j'imagine que oui, ce diagnostic de demande en augmentation sur des publics un peu particuliers? Alors oui, Association PARM est rattachée à la SNCF de manière assez étroite. Elle est gouvernée par également 2 syndicats de la SNCF, donc on est vraiment imprégné dans la politique RH de la SNCF, et effectivement on accueille un certain nombre de cheminots, à la fois pour des sujets de mobilité, des jeunes embauchés. Et donc nos résidences, elles accueillent à la fois une population cheminot, mais également des populations qui sont envoyées par l'État ou par les mairies. Et on voit tout l'intérêt de cette mixité qui permet de mixer à la fois des populations salariées et puis des populations un peu plus précaires, et qui nous permettent, nous aussi, dans la gestion au quotidien, d'avoir un peu moins de pression en mélangeant des populations qui ont des priorités un peu différentes. Et c'est compliqué ou pas justement d'articuler des offres avec des publics un peu différents, comme vous le dites? Alors c'est pas si compliqué, ça peut faire peur aux nouveaux entrants, potentiellement, mais derrière, tout ce qui est fait au travers de l'animation des résidences et de ce qu'on cherche à faire, de mettre les populations en relation, fait qu'au final, ça apporte beaucoup d'apaisement au sein de la résidence.
Et est-ce que vous ressentez sur la partie salariée de plus en plus de besoins aussi? Est-ce que ça s'exprime de la même façon que sur les autres publics dont on a parlé avant? Oui, alors à la fois à la SNCF, parce que la demande de train est toujours plus forte, Oui. et donc il y a beaucoup de recrutement, et donc on a beaucoup de nouveaux embauchés qui sont en demande de logement, notamment sur toutes les zones denses, et à Paris d'autant plus. Et puis sur nos autres clients salariés, on a également des entreprises de BTP qui sont plus demandeuses parce qu'effectivement, la demande de logement est toujours plus forte, oui. On avait Jean Castex hier qui nous parlait de la même problématique pour les salariés de la De la RATP, qui RATP, étaient ouais. souvent en plus très loin de leur lieu de travail, à 20 voire 40 kilomètres d'éloignement. J'ai une question sur les budgets dédiés à l'accompagnement social, parce qu'on parle des investissements, mais qu'en est-il des budgets? Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut répondre. Olivier Rigaud, est-ce que les budgets sont à la hauteur pour cet accompagnement social? J'ai une petite idée de la réponse. Oui, vous faites les réponses en même temps que les questions. Disons, alors non, mais faut très sincèrement sur les pensions de famille, résidence accueil, hein, je reste sur le logement accompagné. Globalement, il faut reconnaître que c'est un dispositif qui marche en moyenne. Bien évidemment, il y a des dossiers compliqués, mais globalement, et je parle à l'échelle nationale, et toujours des particularités sur les zones très tendues d'accès au foncier, mais globalement, c'est des résidences qu'on arrive à équilibrer à l'investissement. On arrive globalement à les équilibrer en fonctionnement, même si ça s'érode, puisque l'augmentation de nos charges, notamment liées à l'inflation, ne sont pas couvertes par l'augmentation de nos recettes. Donc, dans le temps, c'est compliqué. Et ce sont des petites résidences très bien intégrées au tissu urbain. Et donc, ça fonctionne dans toutes les dimensions. Donc, il faut savoir dire quand ça marche. Par contre, sur les résidences sociales, on est à la fois en accompagnement, mais aussi en investissement Oui. dans des équations qui sont de plus en plus terribles. Je dirais, c'est comme pour faire une opération de logement social classique, mais en pire, en 2 fois pire. Il faut 2 fois plus de temps, il faut 2-3 fois plus d'argent parce que on touche les publics des plus fragiles et il faut financer de l'accompagnement. Et donc, on est dans les équations où, quand vous avez fini de trouver le dernier financeur, le premier a quitté le navire. Donc, on est avec des changements d'interlocuteurs incessants, etc., etc. Donc, c'est des opérations très complexes. Et à chaque fois, c'est un exploit. Et ce que j'avoue très naïvement, mais c'est là où je me dis que je reste jeune, c'est que quand on est obligé à chaque fois de faire des exploits, il y a peut-être quelque chose quand même qu'il faut revoir. Et plutôt que de devoir trouver des financements exceptionnels à chaque fois, est-ce que l'exception ne devrait pas devenir la norme? Bah, Et qu'on gagne du temps et que toute l'énergie qu'on met je veux bien mettre du temps à Inventer. convaincre les gens, mais à convaincre que pour faire, il faut de l'argent, c'est une énergie folle et qui nous éloigne des enjeux de prise en charge des publics les plus fragiles. Et voilà, pour moi, c'est une vraie interrogation de politique publique, comment on n'arrive pas à faire mieux et plus vite. Alors justement, dans un deuxième temps, là, puisqu'on a posé un petit peu les bases des besoins des différents publics dont vous vous chargez, Olivier Rigaud, vous pouvez garder la parole sur, vous l'avez dit, un peu les freins que vous avez. Comment on peut aller plus loin, dépasser ces blocages? Là, vous dites, finalement, on invente à chaque fois les choses alors qu'on pourrait installer ça un peu dans la durée. Qu'est-ce que ça serait les leviers pour améliorer votre activité et avoir une vision un petit peu plus apaisée, on va dire, des choses? Déjà, en termes de levier, Nathalie l'a un peu évoqué, il pourrait y revenir, mais là, la question du modèle économique, je l'ai évoqué sur l'investissement, mais sur la gestion quotidienne, notamment des résidences sociales, autant sur les pensions de famille, on arrive à peu près à s'en sortir encore à l'heure où on parle, autant sur les résidences sociales et les foyers de jeunes travailleurs, c'est extrêmement complexe. Donc vous attendez quoi? Des pouvoirs publics, des organismes HLM, qu'on y aille un peu plus je me permets de dire nous souhaitons être entendus. Enfin, je veux dire, les grands groupes associatifs qui sont pas toujours à se plaindre, hein, comme je me permets de les citer parce que ça a été médiatisé, Aurore, SOS, qui tire le signal d'alarme. Vous avez les grandes fédérations, des grandes unions comme l'UNIOPS qui sort des rapports explicites. Vous avez le mouvement associatif qui mobilise les acteurs le 11 octobre. Voilà, il y a beaucoup d'opérateurs qui, depuis 2-3 ans,
perdre de l'argent. Bon, ceux qui avaient un bilan, un haut de bilan un peu confortable, ils commencent à être essorés, et ceux qui ne l'avaient pas, ils ont disparu. Et donc, il y a une mort lente, et qui n'est pas que dans le secteur du logement accompagné, parce que beaucoup d'acteurs du logement accompagné sont multiplayers, hein, travaillent aussi dans l'hébergement, l'accompagnement social en général. Et donc, voilà, donc soit c'est une volonté de l'État, de la puissance publique, de faire mourir les associations pour qu'elles se regroupent et avoir des grands opérateurs régionaux, nationaux, mais à ce moment-là que ce soit assumé comme une politique publique et on en tirera les conséquences. Soit c'est une incompréhension, peut-être nous, une incapacité à expliquer les choses, mais effectivement, l'État doit intégrer que le monde associatif est extrêmement hétérogène, il n'est pas relativement homogène comme le monde HLM, où globalement tout le monde a les mêmes statuts et à peu près le même modèle économique. Voilà, c'est toute la richesse du modèle français associatif, et soit on revient dessus, soit on veut qu'il perdure. Et par rapport à la détection qu'évoquait Nathalie des problématiques de terrain, ou de M. Baudrier sur les femmes victimes de violences, les familles monoparentales, la difficulté de l'accès et du maintien dans l'emploi des publics, notamment les plus fragiles, mais finalement, y compris des classes moyennes maintenant, faut savoir ce que l'on veut. Et c'est bien nos associations qui, aux côtés des élus, aux côtés des bailleurs, détectent ces situations et proposent des projets pour essayer d'y répondre. Voilà, donc voilà, en termes de levier, on a un écosystème extrêmement mobilisé. Il y a des réseaux d'acteurs très, très forts entre le monde HLM, on a des conventions nationales qui se déclinent au niveau régional pour animer tout ça. On a des journées de travail territorialisées pour faire vivre et animer ces réflexions. Voilà, donc on retombe après sur la question d'un portage politique clair et à peu près stabilisé, et de moyens financiers qui ne sont pas forcément extraordinaires, hein, mais qui doivent permettre de dépasser un cap. Et pour finir, au niveau du logement accompagné, on a la conviction que investir dans le logement accompagné, c'est permettre des économies à l'État. C'est la logique du plan logement d'abord 2, de faire des économies, notamment dans le champ de l'hébergement. C'est ce que je me disais. Je me disais, mais alors si vous n'existiez pas, quel serait le panorama avec toutes ces personnes qui seraient dans une situation quand même très compliquée et qu'il faudrait bien prendre en charge. Donc c'est la valeur vraiment de ce que vous représentez. Avant de vous faire parler, Nathalie, je voudrais rebondir, Sophie Grimaldi, sur une question qui est posée. D'autres besoins émergent, et on le sait, hein, des alternants. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, ça a augmenté, des saisonniers. Comment on peut y répondre? Est-ce que les solutions que vous proposez, temporaires ou plus durables, peuvent y répondre? Et puis plus globalement, c'est quoi votre stratégie justement pour avancer avec les moyens budgétaires qu'on connaît? Comment vous voyez les choses, et sur quel levier vous pouvez vous appuyer pour développer encore plus votre offre? Alors sur les saisonniers et les alternants, on est en capacité effectivement de les accueillir dans les résidences sociales. Il y a aussi un outil un peu ovni qui s'appelle la RHVS, qui est la résidence hôtelière à vocation sociale, qui peut permettre d'avoir une population un peu différente entre l'été et l'hiver, et effectivement être en capacité d'accueillir des saisonniers. Super. On a une résidence de ce type-là à Nice. Et on voit bien l'été arriver des VTC, des conducteurs de bus. Qui viennent quelques mois pour la saison. Et puis ensuite, on a la moitié de la résidence qui est occupée par des gens qui sont là de manière beaucoup plus longue. Mais du coup, cet équilibre, qui permet aussi un équilibre financier, est une solution qui est assez intéressante. Et plus globalement, comment vous fonctionnez, ou en tout cas, quels sont les freins que vous rencontrez le plus et comment vous essayez de les lever? Pour accueillir les saisonniers? Oui, les saisonniers, puis plus globalement pour côté SNCF Habitat, est-ce que ça se développe normalement, ou est-ce qu'il faut un petit peu une participation davantage, pouvoir public, associations? On est frappé par le nombre de projets qu'on nous propose d'opérer dans des nouvelles résidences, et des problèmes de blocage de modèle économique au final, où quand on essaye de faire l'équilibre, ça ne fonctionne pas. Donc que ça soit au niveau du coût du foncier ou au niveau des aides qu'on pourrait avoir sur la gestion au quotidien, qui nous permet de faire un travail de qualité, d'héberger les personnes dans des studios qui sont plutôt jolis et plutôt accueillants, on voit bien que ça bloque à un moment et qu'on n'arrive pas à faire l'équilibre. Donc c'est soit par le haut, soit par le bas, mais aujourd'hui on a un modèle économique qui bloque et qui nous empêche de faire des belles choses. Ok. Et Nathalie Latour, alors concernant les blocages et les leviers, comment vous voyez les choses?
Sur les blocages, c'est vrai que je pense que cette question du modèle économique, elle est extrêmement importante, c'est-à-dire de pouvoir regarder avec l'évolution du coût de l'inflation, enfin tout, l'évolution des besoins des publics, parce que c'est vrai qu'avec la mise en place des 20% d'orientation dans les résidences de personnes en situation de rue et d'accompagnement social plus intensif, bien évidemment qu'il faut qu'on repose la définition des missions et des modèles économiques associés. Moi, je pense aussi que ce qui nous manque aujourd'hui, mais ce qu'on discute ici depuis 3 jours, c'est quand même une question de vision d'investissement et de long terme. C'est-à-dire on gère quand même des sujets qui sont assez structurels, sur des évolutions importantes, encore une fois, de mode de vie, de besoins de population qui changent, de transition écologique, et on a des outils conjoncturels pour les régler. Donc ça, c'est quand même très compliqué. On voit bien que ce manque de perspective, cette difficulté de perspective, complique en fait le montage de projets. On a dans les blocages, mais dans les leviers, ce travail vraiment conjoint, associations, élus, bailleurs, de continuer dans ce qu'on dit le droit à la ville pour tous, de continuer à expliquer en quoi ces offres diversifiées, la façon dont on répond à un besoin sur un territoire, va être riche pour l'ensemble de la population. Parce qu'on a des avancées qui sont quand même assez importantes, 25 000 pensions de famille, des résidences qui se créent, donc on ne peut pas dire que les choses n'avancent pas, ils sont totalement au point mort. Et on voit d'ailleurs des choses très très belles en termes de cohésion sur des territoires, avec tout ce que ça engendre justement sur le lien social, la dynamique d'un quartier quand on a ces offres diversifiées. Mais on a aussi des phénomènes de repli, de peur, de sentiments, parce que justement, on a des pouvoirs d'achat qui sont fragilisés, etc., etc. Donc, il y a quand même aussi ces phénomènes de repli. La troisième chose qui est blocage levier, et ça a été dit dans le reportage, c'est que il faut vraiment qu'on puisse avancer sur la rénovation énergétique de ces solutions et de ces offres diversifiées. Parce qu'elles peuvent parfois arriver en bout de chaîne. C'est-à-dire que mais on a le dessin en même temps de tous vos échanges qui passent avec... Voilà, vous souriez en vous voyant, mais c'est normal. Comme ça permet de voir reprend un peu les thèmes principaux. Mais voilà, elles sont inscrites dans ce qu'on appelle un plan d'humanisation, mais on voit bien qu'au regard des enjeux de rénovation, ça reste encore en deçà. Et il faudrait là aussi qu'on puisse travailler ensemble avec les bailleurs, autant sur ce qu'on a vu, la maîtrise d'ouvrage, sur la capacité d'adjoindre en fait nos compétences pour monter les projets, mais aussi aller rechercher en fait de l'investissement pour consolider encore une fois ces offres. Jacques Baudrier, vous l'avez dit tout à l'heure, transition écologique, rénovation, ça fait partie des choses que vous voulez lancer. Est-ce qu'il y a d'autres, je ne sais pas, les transformations de bureaux au logement, est-ce que ça c'est une solution, des programmes mixtes, une densification, on parle beaucoup de la surélévation. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez? Oui, tout à fait. Alors qu'on a déjà commencé à engager. Alors, il y a un certain nombre de règles d'évolution qu'on peut engager. Par exemple, la surélévation, on a produit 50 logements sociaux par an depuis une quinzaine d'années vers la surélévation. Là, on pense qu'on pourrait faire 5 à 10 fois plus. Mais il vous faut un changement de réglementation ou quoi? Non, non. C'est la volonté politique. Là, on a organisé, on a scanné l'ensemble du parc. On a bientôt fini de scanner l'ensemble du parc de nos bailleurs sociaux de Paris. On a développé des typologies de maîtrise d'ouvrage spécialisées, d'organisation, d'accompagnement des projets. Et on voit qu'on pense qu'on va pouvoir, et on est en train de le faire, et on va pouvoir multiplier par 5 ou 10 cette production. Alors c'est 200 à 400 logements sociaux en plus qu'on va pouvoir produire et pour relativement pas cher. Donc en fait, vous voyez le parc et vous vous dites comment on peut surélever, on analyse, augmenter les places. Et en fonction, avec négocier, il y a un accord politique dans le cadre de nos nouveaux PLU. Alors c'est des petites surélévations, c'est à chaque fois, c'est 5 à 10 logements un peu partout. Mais oui, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des grands cours partout. Et en cumulé, ça pourra faire 5 000 à 10 000 logements sur 20 ans à Paris. Donc c'est non négligeable. Il y a la transformation de bureaux en logement qui va devenir un très gros sujet, surtout en Île-de-France, moins à Paris, mais quand même à Paris aussi. Il y aura, je pense, 500 000 à 1 million de mètres carrés de bureaux à transformer. Il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites par les rapports Monsieur Lépine et Madame Bouillet récemment, qui sont très bien, mais il y a un énorme sujet, c'est qu'ils ne sont pas conditionnés au type de produit. Donc si ces recommandations sont mises en œuvre,
sans qu'il y ait de conditionnalité. En gros, ça veut dire qu'on va créer 20 000 chambres de co-living à 1 000 € les 10 mètres carrés. Donc moi, en tant qu'élu communiste, vous imaginez que ça ne me va pas du tout. Et donc moi, je souhaite que toutes ces recommandations soient mises en œuvre, mais avec conditionnalité, que ce soit pour du logement abordable ou social. Voilà, non au co-living à Paris, oui aux résidences sociales étudiantes. On va d'ailleurs annoncer bientôt une transformation de bureaux en 450 logements sociaux étudiants. Et il y a eu une certaine pression amicale mais ferme vis-à-vis du propriétaire que j'ai pu exercer pour que ce ne soit pas du co-living. Donc c'est faisable de C'est faisable. un peu orienter les transformations. C'est faisable, mais ça sera quand même ça sera minoritaire, tout ça pour répondre aux besoins. Ça fera tout ça, tout cumulé, ça fera peut-être 10-15%. Oui, mais ça plus ça plus ça, plus ça, oui, fait des places. mais ça fera 15%. Notre sujet, c'est que, moi je vous parlais de notre budget de 800 millions. Si on voulait, avec notre arme budgétaire parisienne, arriver à compenser la dérégulation du parc privé, il nous faudrait à minima 1 milliard de plus par an, juste pour Paris. Donc le sujet est financier et énorme. Je pense que je partage les revendications de l'USH de demander de l'argent à Bercy pour financer le logement social. Je pense qu'on n'aura pas 10-20 milliards d'euros de Bercy par an pour financer le logement social. Moi, je connais un peu le secteur des transports. On a financé le Grand Paris Express en sortant des cadres financiers classiques. Cadre financier classique du contrat de plan et transport, si on en était resté là, il n'y aurait jamais le Grand Paris Express. On a créé des outils financiers dédiés. Il y a eu au mois de juillet une réunion Ambition France Transport à Bercy. Il y a 2 milliards d'euros qui ont été sortis pour l'investissement dans le ferroviaire avec des recettes dédiées. C'est pas du tout assez, mais c'est quand même 2 milliards d'euros. Il a été voté un versement mobilité régionale au PLF 2025, 700 millions. Donc voilà, je pense que le monde du logement et du bâtiment, on est face à un tel mur d'investissement pour la rénovation énergétique qu'il faut absolument qu'on se mobilise ensemble pour inventer des outils financiers dédiés, les mêmes que pour le Grand Paris Express, des taxes sur les bureaux, taxes de séjour, des DMTO additionnels sur la résidence secondaire. Il y a 1000 propositions. Il suffit de l'Ambition France Transport. Il y a plein de gens qui ont proposé des choses là-dedans. Je pense que dans notre secteur du logement et du bâtiment, du logement social, on n'affrontera pas le mur des financements dont on a besoin pour le logement social, pour la transition écologique du parc social et du parc privé, si on n'invente pas, si on ne pousse pas ensemble de nouveaux outils financiers. On n'aura pas les 10 ou 20 milliards qu'il faut par an en demandant de l'argent budgétaire. Il faut qu'on invente des outils financiers. Les transports l'ont fait, je pense qu'il faut qu'on le fasse pour le logement. Un plan ambition logement, en quelque sorte. Merci beaucoup, Jacques Baudrier. On a une question, je vous la pose et vous me dites qui veut répondre, ça parle de la SNCF aussi. Face à la difficulté de trouver du foncier pour le logement social, comment peut-on mobiliser les grands propriétaires fonciers, SNCF, hôpitaux, universités? Est-ce que c'est évidemment une voie, j'imagine? Nathalie, vous dites oui, c'est bon, pas simple, mais ça fait partie un peu des solutions que vous envisagez? Oui, mais ça fait partie des solutions, mais il faut que, on va dire, le cadre le permette. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'inventivité sur les territoires, il y a beaucoup de liens qui existent en proximité entre les associations et aussi le logement, on va dire, privé. Mais si effectivement il n'y a pas un certain nombre de mesures de régulation ou d'incitation qui sont mises en place, c'est extrêmement compliqué, y compris par rapport à la question de la fragilité économique. Donc il faut qu'on puisse remettre l'ensemble de ces éléments tels que Jacques Baudrier l'a redit sur la table pour qu'on puisse voir sur un territoire par rapport aux logements vacants, aux logements qui sont disponibles, sur les zones tendues, moins tendues, comment on arrive à insérer l'offre de droit commun. Et nous, on répète quand même qu'il y a quand même vraiment un enjeu à renforcer la question du logement social. Parce que, en fait, sur les offres diversifiées, c'est toute notre difficulté. C'est qu'on voit bien qu'elles répondent à des besoins de population identifiés, mais on voit bien que si on n'y est pas attentif, elle peut devenir une solution parce qu'on ne répond pas à des enjeux qui sont plus structurels. Notamment, aujourd'hui, quand même, dans les personnes sans abri, on a des travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à se loger. Donc, c'est là où il faut qu'on arrive, encore une fois, à combiner l'intelligence de répondre aux besoins, mais de ne pas répondre à des besoins qui sont liés à un problème structurel de la façon dont on investit dans la question du logement dans notre pays.
Merci pour cette réponse. Je voudrais, sur un dernier temps, il nous reste une dizaine de minutes, voir comment toutes ces offres diversifiées, elles peuvent répondre à la ville pour tous. C'est-à-dire que voilà, on soit tous intégrés. Je commence par vous, Olivier Rigaud. On a vu des résidences thématiques, des résidences sociales, temporaires, parfois durables. Mais si on se concentre sur les temporaires, comment on accompagne ces personnes dans un parcours résidentiel vers, par exemple, du logement social? C'est pas évident non plus? Alors déjà, je pense que dans l'offre, pour revenir sur les offres diversifiées, on voit de plus en plus de projets qui mixent les Les types de temporalités logements. ou les Oui, les et temporalités, les du logement publics? social, du logement accompagné, voire du logement intermédiaire, voire de l'accession sociale à la propriété. Il y a de plus en plus d'opérateurs HLM qui développent ces activités et puis ils le font très très bien en maîtrise d'ouvrage direct. On n'est pas obligé de les faire passer par des VFA, même si c'est très bien la VFA aussi, mais ça peut être, j'irais aussi en totale maîtrise par les bailleurs en direct. Je dirais que sur la question de la mobilité résidentielle, il y a un véritable enjeu pour le monde HLM et le monde associatif de travailler ensemble. Et en fait, il y a plein de prétextes au sens noble du terme pour le faire. La loi prévoit la présence d'associations en commission d'attribution logement. Il y a des financements FNAVDL, accès vers enfin, accompagnement vers et dans le logement qui peuvent mixer, enfin, qui permettent de monter des partenariats associations bailleurs. Il y a toute la gestion du logement thématique. Il y a l'intermédiation locative. Il y a au niveau de la fédération des ESH le fonds d'innovation sociale qui soutient des initiatives bailleurs voire en interbailleur avec les offices également, des initiatives bailleurs et associations. Et j'ai aussi une vie dans le monde HLM et je suis plus que convaincu que le monde HLM gagne à travailler avec le monde associatif et pas forcément chercher à tout internaliser en gestion, parce que le monde associatif permet aux bailleurs sociaux d'être en prise avec un ensemble d'acteurs qu'ils ne voient pas au quotidien. On a vu, on évoquait tout à l'heure la psychiatrie, on peut avoir la protection de l'enfance, on peut avoir la santé en général. On a parlé des enjeux d'emploi liés au logement tout à l'heure, mais les enjeux de santé apparaissent de plus en plus dans les questions de logement à prendre en charge dans un accompagnement global et qu'il faut donc renforcer en termes de moyens. On en parlait avec Stéphane tout à l'heure. lundi dans sa parole libre, le groupe Arcade Vive. Exactement, tout à fait, qui a anticipé ces questions il y a déjà quelques années. Et donc, vraiment, je pense que, alors tout seul, on peut avoir l'impression de faire très très bien les choses, mais on perd une richesse, voilà. Et notamment sur les questions de fluidité résidentielle, où les bailleurs sociaux sont attendus sur des attributions de publics fragiles, mais où les associations peuvent être aussi en soutien pour les parcours négatifs, si je peux les résumer comme ça, c'est-à-dire des situations d'expulsion, des situations où accompagner des décohabitations. C'est un très gros enjeu, des cohabitations des ménages dans le parc HLM. Et par exemple, de pouvoir permettre à un jeune adulte qui est chez ses parents de trouver un logement, c'est peut-être la résidence sociale jeune actif, la résidence habitat jeune qui est la bonne solution. Mais il faut dialoguer. Les associations n'ont pas accès au SNE, n'ont pas accès à la demande HLM en direct, et donc il faut construire tous ces liens-là pour permettre des offres diversifiées, gagnant-gagnant pour les différents opérateurs. Sophie Grimaldi, vous envisagez ça? C'est par le partenariat et par ces échanges-là qu'on réussit à faire ville, enfin voilà, avoir une ville pour tous. Oui, et puis aussi, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est au travers de la mixité des résidences où on est capable, sur une résidence donnée, d'associer à la fois une résidence étudiante et une résidence sociale, où à la fois on propose un produit à des mairies qui sont pas forcément fans de résidences purement sociales, mais du coup on a une offre qui correspond à leurs besoins, et puis en même temps on met des populations ensemble. Puis l'autre chose, c'est que ce qui est extrêmement important dans le rôle de l'accompagnement et de ces résidences sociales, c'est l'accompagnement qu'on fait auprès des publics, où on va les aider à trouver le coup d'après. Et c'est parce qu'on est capable de faire ce coup d'après qu'on va vider les résidences et proposer des places pour les suivants. Donc il y a vraiment une dynamique dans l'accompagnement et qui est une vraie richesse de ces résidences. Nathalie Latour, oui. Pardon, je suis désolé, mais je me permets juste pour illustrer ce qu'on vient de dire, c'est que le turnover en 2024 sur le logement accompagné est de l'ordre de 25%. Par rapport au turnover HLM qui était évoqué tout à l'heure. Et donc, c'est un accélérateur à itinéraire résidentiel. Ça vient conforter aussi ce que dit Sophie et
mon propos précédent. D'accord. Nathalie Latour, donc on a l'impression que parfois segmenter, c'est compliqué pour après que tout le monde s'y retrouve. Finalement, non, on sent que via la mixité et puis en même temps le dialogue, on peut créer quelque chose d'intéressant si on est sur l'échelle de la ville, quoi. Totalement, peut-être, juste, je vais répondre à ça, mais redire dans les points structurants qui sont extrêmement importants et qui sont inquiétants pour l'avenir, dire que nous, on a vraiment une grande inquiétude sur le Fonds national d'aide à la pierre, hein, qui finance le PLAI et les dispositifs, et donc rappeler l'enjeu quand même de la stabilité de l'investissement dans ce fonds. Oui, c'est clair que moi, souvent, je reprends, il y a eu une étude qui a été faite, soutenue par l'USH, par 2 chercheurs sur le logement d'abord, vu par les personnes en fait concernées, les bénéficiaires du logement d'abord. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est à quel point la question du repère logement était important, mais surtout les repères essentiels dont on a tous besoin, c'est-à-dire s'inscrire dans un quartier, la logique, encore une fois, de lien social, de comment on retisse, et finalement, on a aussi une norme de logement qu'il faut réussir parfois à déconstruire, c'est-à-dire avoir un chez-soi, c'est pas simplement... Pas seulement le logement lui-même. Voilà, exactement, c'est tout ce qu'on a autour. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les enjeux de société qui nous traversent, sur cette question de comment on investit un quartier, comment cette question de la solitude, de l'isolement, y compris avec la transition démographique, le vieillissement des populations, qui finalement est très porteur et très important pour les populations qui sont dans des parcours de vie plus fragilisés ou à un moment de leur vie fragilisé, mais qui rejoignent la question d'autres personnes qui peuvent vivre en proximité. Et donc, c'est là où on trouve aussi toute la plus-value de la dynamique de travail, parce que dans ces résidences, il y a ce qu'on fait pour les personnes, mais il y a ce qu'on fait aussi tout autour. Et ça crée aussi des rencontres, ça crée aussi du lien, et quelque part, c'est un effet bénéfique, qui est bénéfique pour les personnes directement concernées, mais aussi pour tout l'environnement qu'il y a autour. Et donc, encore une fois, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut qu'on arrive à creuser, surtout dans des sociétés qui parfois se croisent, et on est sur une dimension d'individualité de plus en plus importante, parce qu'on a à gagner aussi en termes de bien-être et aussi de tranquillité publique à réfléchir ces choses-là de façon complémentaire. Jacques Baudrier, droit à la ville pour tous, c'est un défi pas mal pour les élus locaux. On sait qu'il y en a un peu des nouveaux qui vont arriver en 2026. Ça doit être un peu dans les priorités un peu de campagne et de programme, la ville pour tous. Oui, évidemment, d'autant plus dans toutes les zones tendues comme Paris. Aujourd'hui, ce qui se développe, c'est le droit à la ville uniquement pour quelques-uns qui s'accaparent des logements vides, hein. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est le droit à ce que les villes soient habitées. C'est ça notre sujet, hein. La population de Paris baisse à cause de l'augmentation du nombre de résidences secondaires, et ça, c'est notre sujet numéro 1. Et cette régulation, en plus, l'effet de cette augmentation massive des résidences secondaires, ça fait monter les prix, parce que une grande partie des transactions immobilières à Paris sont achetées, on achète des résidences secondaires, c'est des gens qui payent cash, hein, qui n'ont pas de problème d'emprunt, et qui peuvent payer 12, 15 000, 16 000 euros, et donc qui augmentent les prix. On voit bien que les prix sont, dans toutes les zones tendues, dans les marchés de résidences secondaires, augmentent beaucoup plus vite sur le long terme. Donc ça, notre bataille numéro 1, c'est le droit à la ville pour tous, et pas le droit à un hochet, un objet de luxe pour quelques-uns, pour ne même pas l'utiliser, pour ne jamais y venir. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Et puis le droit à la ville pour tous, c'est face au réchauffement climatique, c'est le droit d'avoir des logements qui ne sont pas des mortels, où on n'aura pas des milliers de morts lors de prochaines canicules. Donc je crois que ça s'incarne dans des revendications qui est la régulation pour éviter les logements vides et les résidences secondaires, des moyens pour le Fonds national d'aide à la pierre, hein, je crois que des recettes dédiées pour le Fonds national d'aide à la pierre, et puis des recettes dédiées pour l'ANA. Je pense que l'ANA devrait investir beaucoup plus pour la rénovation du parc privé et aussi du parc social. Bon, à Paris, on a 0 € cette année pour la rénovation du logement social. On a 50 millions d'euros pour la rénovation du parc privé qui nous sont délégués. Ça me semble délirant qu'une copro du 16e ait plus d'argent qu'un bailleur social pour rénover son parc immobilier, hein. Je pense que c'est une inégalité et que la revendication que le logement social soit au moins aussi bien traité que le parc privé me semble être un minimum. Donc, avec l'association contre le logement vacant, on porte ces revendications que je viens de vous décrire, hein, c'est pas
Ce n'est pas une revendication personnelle. Je pense que nous souhaitons, c'est présidé par Suzanne Bourly, qui est ma collègue adjointe de Strasbourg, je pense qu'autour de ces revendications, à la fois pour la régulation du parc privé, pour le financement de la rénovation et pour le financement du logement social, je pense que ce serait intéressant que le mouvement HLM se joigne à nous pour élargir son champ de revendication qui touche pour l'instant, de mon point de vue, surtout uniquement le logement social. Je pense que le logement social gagnerait à élargir son champ de revendication aussi à la régulation, au financement de la rénovation du parc privé. Merci beaucoup. Les messages sont lancés en tout cas. Vous avez eu un peu le retour en synthèse et en illustration de Fanny Didou, mais c'était très intéressant de voir chacun votre approche de ces publics spécifiques. Je voulais vous préciser que l'Union sociale pour l'habitat a des éléments écrits, des cahiers de repères sur le sujet, que ça va s'afficher, voilà, sur notamment l'hébergement et le logement accompagné, avec un panorama de l'offre et du rôle des organismes HLM. Et là, ça me fait la transition pour la prochaine table ronde sur le renouvellement urbain. Mais je tiens à vous saluer en tout cas et à vous remercier pour ces échanges très riches.